Ou alors est-ce que pour vous, son flop est dû au fait que Mylène Farmer ait fait appel à son marabout sénégalais en mode grand Manitou, j'ai une copieuse, désagrège-la. Je vais y avoir le droit jusqu'à mes 100 piges là, ça. Arrête de crier. Je suis en transe sur scène, c'est pas possible. Alors là, jusqu'ici tout va bien. Et là... Bonjour tout le monde, c'est Steve de Music Feeling. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode dans la Matrice. Oui, parce que j'ai pas encore trouvé de nouveau capteur. Mais malgré tout, on va se faire un petit hors-série parce que cet épisode va revenir sur ce que j'appelle les codes pop. On va parler, s'il vous plaît, de la médaillée d'or en saut à longueur à Bercy. Et bien sûr de notre druide rousse internationale, la meuf qui vend ses albums grâce aux chakras et aux esprits et qui aussi à ses heures perdues est peut-être la meilleure MC de France. Sans grain de folie. Bref, cette vidéo ne va pas revenir totalement sur la carrière de Chimie Chimio Chimie Shine. Mais on va plutôt essayer de comprendre comment elle s'est inspirée pendant une ère précise de l'univers farmérien, pourquoi elle l'a fait et pourquoi finalement ça n'a pas très bien marché et ça a plus ou moins fragilisé sa carrière. Et pourquoi on va essayer de comprendre ça? Parce qu'à la base, je comptais faire une vidéo sur un artiste américain et après je me suis dit pourquoi ne pas expliquer les codes pop, expliquer la représentation des codes pop à la française. Et j'ai donc fatalement pensé à cette ère-ci, mais c'est une vidéo importante parce que ce dont on va parler va vous aider à comprendre et à anticiper les carrières de pas mal d'autres artistes, y compris des artistes américains en fait. Pourquoi est-ce que Shine, qui est donc passé de la chanteuse pop urbaine de 2007-2007, s'est retrouvée en 2011 dans un format plus ou moins similaire à celui de Rihanna, avant d'en arriver à 2014 à se rapprocher visuellement d'un univers très farmérien? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à participer au Tipeee pour soutenir la chaîne, le lien est juste en bas. N'hésitez pas à vous abonner, à souscrire, à commenter, à partager, à liker. Ah, et aussi à me suivre sur Instagram, c'est le couvre-feu, on va faire des lives le soir quoi. Donc suivez-moi sur Instagram. Et c'est le début. Chimie Chimie Shine. Chaque fois que Camaro dit ça dans une de ses chansons, je suis absolument mort de rire. Et le mieux, c'était la fois où ses fans ont entendu la fameuse phrase dans la chanson de Jason Derulo. Ils étaient à fond sur Twitter en train de dire « Non mais Jason Derulo, il a plagié Shine ». Parce qu'ils ne savaient pas qu'à la base, la référence c'était Old Dutch Bastard, donc ils étaient à fond. Jason Derulo, il a plagié Shine. Jason Derulo, il a plagié Shine. Je vais vraiment faire. On ne va pas revenir tout de suite dans les détails de la carrière de Shine parce que j'estime qu'il y a forcément des youtubeurs ou des chaînes plus passionnés par elle qui le feront. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour moi, Shine c'est plus ou moins un duo entre la jeune fille que vous voyez qui a un timbre plus ou moins reconnaissable et qui danse plus ou moins pas mal, qui aime sauter à Bercy. Non, j'arrête. Et son illustre producteur Camaro qui a quasiment produit et coécrit 90% de tout ce qu'elle a sorti. À part sur le dernier album, il est quasiment toujours là tout au long de sa carrière. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, hey. Ce qu'il y a de très intéressant dans ce duo, c'est que donc entre 2006 et 2011, ils sont plus ou moins dans une idéologie américaine. À savoir que Shine arrive donc sur son format pop urbain. Elle s'inspire énormément des chanteurs et des chanteuses américaines, notamment dans la manière dont elle s'habille, dans la manière dont elle pose, dans la manière dont les clips sont réalisés. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas très envie de revenir sur cette partie de sa carrière parce que quand on a une bonne culture américaine, les clips de Shine en général, on sait d'où ça vient. C'est hyper référentiel, elle te fait des breakdance à la fin des clips. C'est la meuf de banlieue clinquante et motivée qui s'est battue pour y arriver dans Victoire. Ensuite, elle va vous rappeler dangereusement Alia dans le clip de T'es parti. Mais il y a énormément de ça dans la carrière de Shine. Dans le clip de Oublie-moi, elle reprend des plans du So Excited de Janet Jackson. Dans le clip de la première fois, certains plans avec les deux danseuses vont vous rappeler Beyoncé dans l'air, Sasha Fierce, ou encore quand elle revient en 2011 avec Je sais. Ça ressemble beaucoup au clip de Rehab de Rihanna ou encore à celui des Pussycat Dolls.
À partir de ce troisième album, Prendre l'air, les choses vont commencer à changer. Parce que le second album de Shine n'a pas bien marché. Et d'ailleurs, souvent en interview, elle a l'air de dire que c'était pas un truc de ouf. Alors que je pense que, notamment vocalement, c'est vraiment son meilleur album. Mais ça, c'est autre chose. Le troisième album la relance parce qu'elle fait 300 000. Et bien sûr, elle passe à Danse avec les stars. Et c'est à partir de là que la dialectique autour de Shine va commencer à changer. Parce qu'au lieu de la marketer sur toujours ce rapport avec l'Amérique, ils vont commencer à se dire, il faut peut-être lui solidifier sa base fan française. Et c'est comme ça que sur la réédition de l'album, quand elle va arriver à TF1, elle va faire quelque chose qui était plutôt malin au niveau de la stratégie, même si musicalement c'était pas ouf. Elle va reprendre un tube que tout le monde connaît dans le grand public français, à savoir En apesanteur de Calogero. Hors des cieux, et sans la regarder. L'idée, c'était quoi? Le public plus ou moins jeune qui aimait donc plus ou moins la Shine, pop urbaine, sous-marque des chanteuses pop urbaine américaines, n'est pas forcément le même public que le très grand public de TF1. Donc, de fait, quand elle est arrivée à TF1, ils se sont dit, il faut faire quoi? Vous avez compris au fil des vidéos, il faut qu'elle se variétise un peu, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle leur donne quelque chose qu'ils peuvent comprendre, quelque chose qui est plutôt digeste pour eux. Et c'est donc comme ça que Camaro a eu cette bonne idée, parce que je dis bonne idée dans l'idée, pas dans la réalisation, mais il a eu l'idée de se dire qu'on va faire une reprise d'une chanson que tout le monde connaît pour commencer à t'introduire vers ce public-là. Et tout de suite après sa victoire, ils vont complètement appuyer sur cette nouvelle direction artistique là avec une chanson qui a été ultra diffusée. Mais qu'est-ce que ça fait si je n'aime pas les protocoles? Et alors est intéressant, pourquoi? Parce qu'il reprend pas mal de gimmicks de tubes américains de l'époque, comme ici, dans une réalisation beaucoup plus Frenchy et beaucoup plus racoleuse en fait. C'est pour ça que quand vous comparez par exemple Je sais à Et alors, Je sais encore dans cette dialectique très américaine. Alors ça ne veut pas dire que le titre est exceptionnel, mais quand vous l'écoutez, vous voyez bien qu'elle essaie de faire une espèce de truc à la J-Lo en fait. C'était pas comme ça. Et alors s'inscrit dans une dialectique beaucoup plus simple et beaucoup plus Frenchy. Vous mettez ce titre dans votre Franprix, dans votre Carrefour. C'est quelque chose qui plaît dans les kermesses en fait. Quand vous écoutez le titre, la première fois que j'ai écouté ce titre, je me suis dit ça va cartonner dans les kermesses et je n'étais absolument pas surpris que ça cartonne autant en France. Elle va donc réussir à avoir un tube qui, en reprenant quelques gimmicks de la pop internationale, va néanmoins s'inscrire dans un univers très Frenchouillard, même peut-être un peu provincial. Et donc, de fait, l'album va plutôt bien se vendre, surtout qu'à l'époque, elle est en promo absolument partout, en fait. Vous allumez France 2, elle est là. Vous allumez TF1, elle est là. C'est son breakthrough. Elle réussit à faire le crossover. Elle devient plus ou moins une image montante de la scène musicale française entière. Et c'est très important de dire la scène musicale grand public, parce que cet album-là s'appelle Caméléon. C'est-à-dire qu'elle montre qu'elle veut changer, qu'elle fait une transition, qu'elle est plus ou moins variété. Et ce qui est de très intéressant, c'est qu'il va se vendre à 250 000 exemplaires. Il va se vendre un peu moins que le précédent. Pourquoi? Parce qu'elle perd une partie de son public. Il y a beaucoup de gens qui aimaient plus ou moins cette Shine, qui était plus ou moins calquée sur l'univers américain, qui vont petit à petit se déconnecter quand elle va commencer à faire cette transition. Et il y a beaucoup de gens qui vont aimer et adorer Et alors, qui ne connaissent pas et qui ne connaîtront certainement jamais d'autres chansons comme Femme de couleur ou encore La première fois en fait. C'est une différence de public et c'est très important de le comprendre parce que ce ne sont pas les mêmes audiences. D'ailleurs, il y a une petite anecdote qui m'a toujours fait beaucoup rire. C'était le journaliste musical Fabien Lecoeuvre, qui est un des journalistes musicaux les plus populaires de France, qui était donc à l'émission L'heure des pros et qui avait dit quelque chose de très intéressant sur Magic System. C'était en 2018 et il estimait avoir fait découvrir le groupe à la France entière en 2014. Magic System, que personne ne connaissait il y a 4 ans en France, qui a quand même été l'hymne, alors à la fois du futur président de la République, Macron, et également pour la Coupe du Monde de foot. La chanson Magic in the Air, c'est la première fois qu'elle est diffusée en télé, la première fois que les Magic System font une télé en France. C'est dans les années bonheur, il y a 4 ans, personne ne connaissait. En tout cas... Et ça, il faut quand même reconnaître avant les choses et le savant mélange pour présenter... Je sais que certains d'entre vous vont être scandalisés, vont mettre les mains sur la tête, vont nous dire que non, c'est pas possible, c'est qui ce connard? Non, c'est quelqu'un de très cultivé. C'est juste que dans son référentiel, effectivement, lui et Patrick Sébastien sont les premiers à avoir fait découvrir Magic System à la France entière en 2014. Sauf que, effectivement, nous savons tous que les Magic System ont enchaîné les tubes en France pendant quasiment 10 ans, depuis Premier Gaou. Mais ce n'est pas simplement un manque de respect ou alors un manque de culture. Ce qu'il vous dit en filigrane est très intéressant. Il vous dit quoi? Il vous dit en fait que comme les Magic System n'avaient pas encore eu accès à autant d'émissions à grosses audiences, bah pour lui ça n'existait pas en fait. Effectivement, comme pour lui il a permis à ce que les Magic System arrivent chez Patrick Sébastien, là c'est devenu quelque chose qui touchait la France entière, alors qu'encore une fois les Magic System avaient déjà un public. C'est bien pour vous montrer la différence de perception en fonction des audiences, mais ça peut aussi marcher dans le sens inverse, c'est-à-dire que si vous ne regardez pas TF1, vous n'écoutez pas Énergie, il y a effectivement plein de chansons qui cartonnent en France
et vous n'en savez absolument rien en fait. C'est-à-dire que moi par exemple je regarde souvent les charts en fait, je regardais les charts quasiment tous les jours à une époque et à chaque fois je tombais sur le visage et le nom de quelqu'un qui s'appelait Vianney. Et pendant des années, je ne voulais pas savoir qui était Vianney. C'est-à-dire que je ne voulais pas écouter parce que sa tête ne m'inspirait pas confiance en fait. Chaque fois que je le voyais, je me disais, oh, attention mon Stevie, danger. Non mais vraiment, et je suis toujours très triste et j'en veux toujours beaucoup à la personne qui a fini par faire en sorte, 3 ans après, que je sache ce que Vianney chante. Bref, c'était donc pour vous montrer la différence de perception. Et donc, après le succès de Caméléon, Shy'm a plus ou moins 2 options. La première, c'est de se dire, Caméléon a fait 300 000 exemplaires, c'est plus ou moins la même chose que le précédent, donc effectivement, peut-être qu'il faut que je fasse un mix sur le prochain album. Et la seconde, c'est de se dire, là, j'ai mis un pied dans le grand public français, il faut que je continue, que j'aille plus loin et que je devienne vraiment une pop star française moderne. Et pour ça, chez les femmes, en France, il y a quasiment un seul modèle de pop star. C'est-à-dire que la chose qui se rapproche le plus de la pop star en France, c'est bien sûr Mylène Farmer. Elle a un écosystème très particulier. Sur 30 ans de carrière, il y a quasiment personne dans le monde en termes de pop star qui réussit à avoir sur son marché principal une hégémonie pareille. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, à chaque sortie, la fille réussit sur son marché principal, la France, à avoir des triples disques de platine, triples disques d'or. Ça, même les artistes américains sur leurs marchés principaux n'y arrivent pas après autant d'années de carrière. Donc Mylène Farmer reste le standard avec sa manière de parler, avec sa manière de chanter, avec sa manière de construire son public. Et c'est là que pour moi, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne se rapprocherait pas un peu de son univers? Ça a commencé avec des prestations à la télé. À chaque fois, Shy'm, qui venait donc de J.Lo et de ce genre de choses, a commencé en 2012 sur scène à reprendre les classiques de Mylène Farmer. Alors là, nous arrivons dans la partie plus ou moins essentielle, dans le cœur même de la vidéo. C'est-à-dire que quand on fera des conférences bientôt, là, après le Covid, quand on fera des conférences ensemble, c'est sur ce genre de points que j'insisterai et on ira dans les détails et encore les petits détails. Mais ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est qu'on allait parler des codes pop. Et vraiment là, j'ai envie de différencier ça de la copie. Parce qu'il ne va pas s'agir de simplement copier ou alors de simplement mimiquer comme ça a été fait au début dans les vidéos sur les chanteuses américaines là. Dans cette partie, le truc est de retranscrire l'univers de la personne sans forcément tomber dans la totale copie. Et c'est très intéressant parce que beaucoup d'artistes le font, beaucoup d'artistes, y compris des artistes américains, reprennent des codes. Et c'est exactement ce que Camaro et Shy'm vont donc faire avec Mylène Farmer avec le fameux album Solitaire. Et je dis vive à la malice de nous. La première chose, donc le premier point, c'est le personnage. Shy'm va avoir d'un coup les cheveux bordeaux. Et pour cet album donc, qui s'appelle Solitaire, elle va finir avec la fille de banlieue qui lutte pour y arriver, qu'on avait connue au début. Elle va aussi se débarrasser aussi de la meuf qui aspirait à devenir une américaine et qui était donc de fait la meuf un peu de Next Door à laquelle tout le monde pouvait s'identifier pour devenir une sorte de personnage hors sol. Le script de l'album nous met en scène une femme qui a beaucoup de mal avec le monde actuel. Elle ne le comprend pas, elle est très seule face à tout ça, il y a un certain mal-être, mais qui dans le même temps est très à l'aise avec son corps et sa sexualité quoi. J'ai tourné une scène comme ça dans ma dernière vidéo et je me demande si c'est too much en fait. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, c'est-à-dire qu'avant, Shy'm jouait les filles sexy, un peu comme les autres filles qui imitent les américaines dans les clips en fait. Elle n'avait pas ce rapport à la fois décalé et très sensuel avec son propre corps. Ça va se faire dès les clichés promo de l'ère solitaire et c'est exactement le script de l'album Anamorphosé de Mylène Farmer. Anamorphosé, qui est un des albums les plus importants de la carrière de Mylène Farmer, sort en 1995. Et ce qui est de très intéressant, c'est qu'elle fait évoluer son personnage, même dans le titre, dans la manière de mettre en exergue le reflet qu'on peut avoir dans un miroir courbe. C'est-à-dire qu'elle change la vision de son personnage qui était plus froid, en le féminisant, en y apportant une expression corporelle plus forte, en le sexualisant un tout petit peu, mais en gardant toujours cette espèce de froideur qui est finalement sa marque de fabrique en fait. Les clichés ne sont pas identiques, mais ce qu'on essaie de faire, ce n'est pas de copier l'univers de Mylène Farmer, je le répète, mais de le reproduire. C'est-à-dire que c'est un peu comme Ed Sheeran, quand vous allez voir certaines choses que Shy'm va faire visuellement, même si vous ne voyez pas la relation tout de suite avec Mylène Farmer, en fait votre subconscient, comme il est habitué à voir certaines choses de Mylène Farmer, va le remarquer en fait. Et donc comme ce que Ed Sheeran fait avec les chansons, ce sera peut-être plus simple pour vous d'y adhérer vu que c'est quelque chose que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà aimé. Une fois que ce lien visuel est établi, il n'est pas copié mais il est établi. D'ailleurs Mylène Farmer elle-même n'est pas une vraie rousse, c'est-à-dire qu'elle a cette couleur rousse là parce que c'est devenu sa marque de fabrique et c'est la chose qui lui permet de se différencier. Donc de fait, là on établit un lien visuel. Logiquement on passe à quoi? Bien sûr à la musique et au single et notamment le single La Malice. Ne nous prenons surtout pas au sérieux. Alors avant, Shy'm, vous l'avez vu,
racontait des histoires d'amour plutôt banales, des trucs plus ou moins accessibles à tout le monde et surtout à son public qui était un public jeune et plus ou moins pop urbain. Donc c'était assez simple de comprendre ce qu'elle racontait. À partir de cet album-là, comme il faut se rapprocher de Mylène Farmer, elle va commencer à tomber dans des jeux de mots alambiqués accompagnés de rythmiques pop électro qui se rapprochent pas mal de ce que Laurent Boutonnat faisait. Et notamment dans la malice, on retrouve quoi? On retrouve l'univers médiéval, la femme guerrière qui finit par totalement se libérer de ses chaînes. Les plans de ce clip et la dialectique de la vidéo sont hyper similaires à ceux de Lonely Lisa de Mylène Farmer. Mais en fait, tout ce qui se passe dans la vidéo et tout l'univers qu'elle décrit ressemble à un thème qui revient tout le temps chez Mylène Farmer, aussi bien au début de sa carrière, dans les longs mini-films qu'elle fait, que dans le clip de la chanson C'est encore plus criard et plus évident sur le second single qui s'appelait L'effet de serre. Il faut savoir que dans tout ça, on retrouve encore Camaro à l'écriture et donc il change son style d'écriture. Le texte, quand vous l'entendez, c'est du Alizé en fait. Et la manière dont elle pose, ça ne trompe pas. Le clip, encore pire. J'ai mal au corps. J'ai mal au corps. Et ce clip-là est donc repris ou alors très inspiré du clip des générations de Mylène Farmer. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand vous ne connaissez pas, même si vous avez vu ça passer une fois ou deux, dans votre esprit en fait, c'est censé faire un petit tic. Et tout l'album est pavé de ce genre de références. Bien sûr, Mylène Farmer, elle kiffe, c'est son truc en fait, de faire plein de jeux de mots alambiqués, de parler à TF1 comme si effectivement on allait la tuer après l'interview. Ce genre de choses, elle kiffe. Shy'm, c'est clairement moins son truc, surtout qu'elle, on l'a vu évoluer. Mylène Farmer, elle a fait progresser son personnage en faisant passer un peu la sexy, mais Shy'm, on l'a vu évoluer, et là c'est un total changement de cap, jusqu'au moment où bien sûr, il faut faire les lives, et dans les lives, il faut donner le change en fait. Alors la sexualité fait plus ou moins partie totalement intégrante du personnage de Mylène Farmer. C'est-à-dire qu'elle est toujours nue, un peu provocatrice, mais à la fois aussi un peu innocente. On ne sait pas si c'est un enfant qui est nu. C'est-à-dire qu'elle joue le double jeu. C'est à la fois une femme complètement désabusée, donc du coup, elle est nue parce qu'elle n'aime pas le monde, elle n'aime pas les vêtements, ça la déprime, mais en même temps, ça la déplaît pas quand on la regarde. Elle a créé un truc un peu mystérieux qui fait en sorte que ça ne choque pas énormément de la voir en nuisette. Or, on la voit très souvent en nuisette en fait. Shy'm a voulu reprendre ça, notamment dans un live sur TF1 qui avait fait beaucoup parler. Elle était venue en culotte et en soutif comme Mylène Farmer, sauf que d'un coup, comme ça ne correspondait pas totalement à son image à elle, ça avait fait beaucoup parler. Il y a énormément de prestations de Mylène Farmer qui vont vous faire penser à ça, aussi bien à Bercy que quand elle était avec Johnny Hallyday sur Appelle ton numéro, la manière dont elle se comporte, la manière dont la caméra la filme. Toute l'écriture de l'album sointe du duo Farmer-Boutonnat. Quand vous écoutez des jeux de mots comme « Oh j'ai mal à l'âme »,« Oh j'ai mal à l'homme »,« Je suis solitaire »,« Je suis claustro-homme », c'est du Mylène Farmer. Pire encore, elle va aussi essayer d'aller racoler le public gay de Mylène Farmer sur des titres comme « Garçon manqué », où elle joue le truc de la bisexualité. C'est un titre variété qui en soi n'est pas très intéressant, mais dans l'idée même ça vous rappelle quoi? Bah c'est censé vous rappeler Sans contrefaçon. Et juste un sans contrefaçon dans l'idée qui n'est pas aussi efficace dans la réalisation. En réalité, c'est le problème même du projet dans son entièreté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas copié Mylène Farmer de manière totalement directe. Ce qu'ils se sont dit, on va prendre les grands axes de la carrière de Mylène Farmer. Et je vous en ai montré quelques-uns. On va les prendre et on va créer une nouvelle image à Shy'm avec ça. Sauf que le grand public n'a pas totalement adhéré parce que la Lune n'a fait que 80 000 ventes et elle-même n'a pas totalement bien incarné cette image-là parce que ce n'était pas quelque chose de naturel chez elle de commencer à marcher en nuisette et à nous faire des jeux de mots que certainement pour beaucoup elle ne comprenait pas. Terme Camaro. Mais ce que j'ai apprécié dans cette ère-là, c'est la prise de risque. Ce n'est pas une idée bête en soi et c'est même une idée plutôt malicieuse et qui sur le papier n'est pas totalement conne. Maintenant que j'ai toute l'exposition de la France, là je passe sur TF1, sur France 2 et partout, je suis un personnage mainstream. Pourquoi au lieu de continuer sur le créneau plus ou moins américain, je n'essaierais pas plutôt de m'inscrire dans le créneau français en m'inspirant d'une des plus grosses pop stars françaises en fait. Il se trouve encore une fois que pour elle ça n'a pas marché et c'est là où je pense que ça a fragilisé sa carrière parce
parce qu'elle jouait sur ce créneau très pop urbain. Et au moment où elle fait ce créneau très pop urbain, qu'est-ce qui se passe? Le rap commence aussi à se démocratiser en France. Donc la scène française s'urbanise et elle devient la chanteuse de variété. Et depuis, vous avez dû remarquer qu'il y a de nouvelles chanteuses pop urbaines, Aya Nakamura et plein d'autres notamment. Et elle, d'un coup, elle est en arrière sur la tendance. Elle a le droit de faire un best-of en reprenant Vanessa Paradis, toujours pour essayer de draguer ce public-là. Je t'aime, on t'aime. Et quand elle a compris que en fait la scène s'urbanise, elle a commencé à revenir vers des sonorités plus pop urbaines sur l'album Héros qui n'a pas du tout fonctionné. Pourtant sensé, pourtant en français, des phrases agencées. Allez. Alors cette analyse que je viens de vous faire, je l'avais écrite en 2018. Et en 2018, elle venait donc de sortir Héros et elle avait floppé. Et j'étais sûr d'une chose, et je l'avais écrit, c'est-à-dire que j'étais sûr qu'elle allait sur la tendance urbaine en se disant que maintenant que j'ai floppé en faisant de la variété là, je vais essayer de courir derrière ce qui se fait dans la zone urbaine et me rattraper. Ce qu'elle a évidemment fait avec l'album Agapé. Et pourquoi je savais ça? Parce qu'elle adore suivre la tendance. Et ce qui m'a d'ailleurs fait sourire dans l'album, c'est le titre où elle raconte à demi-mot qu'elle a eu du mal avec certains albums. La promo était difficile, elle n'aimait pas vraiment les chansons. Vous connaissez le script de l'artiste qui revient vers la zone urbaine et qui du coup a beaucoup de problèmes, de douleurs, les jeux de mots trop compliqués. Là c'est fini, j'ai même faim si vous voulez, c'était ça. J'aurais préféré finir à fun que faire la promo que j'ai faite sur certains albums. Elle essaie donc de se repositionner sur ce créneau-là avec un album pop urbain, sauf que c'est dur en fait. Elle est partie et en plus, il faut bien comprendre que c'est son créneau de base. Si elle n'était pas partie chanter et alors dans les kermesses et en plus, elle n'a pas fait comme les Maître Gims et autres. Maître Gims, il met toujours des titres urbains ici par là. Pourquoi? Parce qu'il essaie de conserver ce public-là. Chime, quand elle est partie, c'était parti en fait. Elle était déjà rose comme Mylène Farmer, les jeux de mots étaient compliqués. Les petites filles là se sont trouvées de nouvelles héroïnes. Et maintenant qu'elle revient, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que pour moi et quand je l'entends se plaindre de certains albums, de certaines promos, ça me fait sourire parce que le petit souci que j'ai toujours eu avec elle, c'est que, avec tout le respect, j'ai toujours eu énormément de mal à savoir qui elle est et j'ai même toujours douté du fait qu'elle sache elle-même qui elle est en fait. À chaque promo d'album, elle est toujours en train de raconter qu'elle se met à nu, que c'est une nouvelle elle et effectivement c'est une nouvelle elle. Sauf que comme elle n'est pas derrière les albums, l'écriture et ce genre de choses et que de l'autre côté, les albums sont absolument différents à chaque fois, bah en fait c'est qui en fait? Parce que même la période du début est justement très américaine, très référencée à l'américaine et donc c'est difficile de savoir vraiment où la positionner, surtout qu'en interview, elle a un excellent media training en fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle arrive, elle te dit exactement ce que tu veux entendre en fonction de la personne avec qui elle parle. Donc de fait, comme elle ne dépasse jamais les cases, c'est très difficile de savoir au final ce qu'elle est et ce qu'elle aime. Ce n'est pas le fait de changer à chaque fois, c'est le fait qu'elle est effectivement très belle, mais elle a changé à chaque fois sans avoir construit un truc où on peut se dire que ça c'est du Shy'm en fait. Et d'ailleurs dans son dernier album Agapé là, elle a comme coach vocal Kenna Samet. Et Kenna Samet est une très bonne chanteuse et ça s'entend en fait. Pourquoi? Parce que quand Shy'm pose et que Kenna Samet l'a coachée, elle sonne exactement comme Kenna Samet en fait. C'est même troublant. J'ai pris le temps, j'ai pris les forces. De temps à autre, j'écris des sommes morts. Alors le manque d'identité en France est moins handicapant qu'aux USA. C'est-à-dire que les publics ne sont pas les mêmes et le public américain est quand même plus aguerri musicalement que le public français. Mais malgré tout, elle paie ses errances parce que pour quelqu'un qui écoute de la musique urbaine, Shy'm a désormais une image beaucoup trop mainstream et c'est pour ça qu'elle a aussi autant de mal à revenir sur certains titres alors que la chanson avec Joker par exemple est vraiment pas mal en fait. Mais les gens qui écoutent Joker, Youssoupha et pas mal des artistes avec lesquels elle est en duo sur son album, Shy'm pour eux c'est totalement dépassé en fait. Shy'm pour eux est jolie mais son image est un peu trop éloignée de ce qu'ils écoutent en fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé qu'il y a un décalage chez elle. Je vois la vision de Camaro, le producteur, mais elle-même, j'ai toujours eu du mal à la situer musicalement. Et c'est un peu pour ça qu'elle paie ses errances là, même si malgré tout, encore une fois, l'idée d'aller chercher Mylène Farmer pour s'inspirer et s'asseoir sur la pop musique française n'était pas mauvaise. La réalisation dans les faits a été moins bonne et c'est ce qui a fragilisé sa carrière. Comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, qui touche à sa fin. N'hésitez pas à me donner vos avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Shy'm, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu cette relation entre l'ère solitaire et l'ère de Mylène Farmer. Est-ce que vous pensez qu'elle va réussir à relancer sa carrière? Que pensez-vous de l'implication de Camaro? Parce que Camaro, c'est très intéressant de voir que le mec a tout écrit en fait. Il a quasiment écrit tout ce qu'elle a fait avant les 2 derniers albums et vous voyez que chaque fois, il avait une vision assez différente. Peut-être qu'un jour, on en parlera, mais pour le moment, donnez-moi vos avis sur cette analyse. Est-ce que vous aviez cerné la personnalité musicale de Shy'm ou est-ce que pour vous, elle est juste jolie? Est-ce que vous l'adorez? Est-ce que vous faites partie des Shimmy Soldiers? Ou alors est-ce que pour vous, son flop est dû au fait que Mylène Farmer ait fait appel à son marabout sénégalais en mode grand Manitou? J'ai une copieuse. Désagrège-la! Bref, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à souscrire à la chaîne, à participer au Tipeee. Surtout qu'on a beaucoup d'extraits. Camaro va venir bloquer la vidéo là. À partager au maximum mes analyses. Un gros big up aussi à tous les blogueurs et à tous les sites qui reprennent mes analyses, eux en me citant
Et bon, coucou aux autres, quoi. C'est Stevie, hein, c'est ST2EVY. Ou alors, si vous voulez, mon petit nom, c'est Coucou Stevie. Donc, si Stevie, c'est compliqué, mettez Coucou Stevie et on comprendra que c'est moi. Mettez Coucou Stevie. Coucou Stevie. Coucou Stevie. Et bien sûr, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec un nouveau capteur. Participez au Tipeee parce que vraiment là, la matrice, quoi. La matrice.